Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir. Vous êtes naturellement sur Info TV, la chaîne de proximité et de vivre ensemble. La question qu'on aborde ce soir est une question économique et qui concerne la gouvernance des entreprises publiques au Cameroun. Les derniers rapports, notamment la Chambre des comptes et autres, font état de ce que l'État perd beaucoup d'argent en investissant dans le fonctionnement des entreprises dites publiques. Les chiffres sont d'ailleurs proposés et font le tour des réseaux sociaux pour indiquer le fossé qui existe entre cette perfusion étatique et les résultats qui semblent être totalement décevants. Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui peut justifier la contre-performance des entreprises publiques? C'est la grande thématique ce soir. Et n'oubliez pas qu'on ira tout à l'heure dans les kiosques pour voir ce que les tabloïds camerounais nous ont proposé depuis ce matin. Et chacun de nos invités aura un mot à dire sur les unes qui auront retenu leur attention. Et puis je vais proposer en début d'émission une toute petite vidéo dont le sujet va se retrouver également dans la revue de presse et qui concerne la consommation des whisky en sachet. On en parle depuis plusieurs années au Cameroun. Des conférences ministérielles, interministérielles, des arrêtés ont été enregistrés, mais le whisky en sachet semble faire de la résistance. On va le voir à travers un reportage réalisé par une chaîne sœur ici à Yaoundé, où un Camerounais vous dit vraiment laissez-nous notre affaire. Occupez-vous de vos grands whisky là-bas. Nous, on se débrouille avec 100 francs ou 200 francs. On vous a laissé, comme le dit souvent un artiste. Accueillons nos premiers invités ce soir du 14 juillet 2026, fête nationale de la France d'ailleurs. Docteur Zalouba Daniel, Claudia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir également à tous les autres panélistes, ainsi qu'à tous les téléspectateurs d'Info TV. Merci infiniment pour cette invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Je me réjouis de ces échanges qui, je l'espère, nous permettront d'apporter un éclairage utile à une question importante. Alors, j'espère que nos échanges seront constructifs. C'est pour cela que vous êtes là, pour illuminer ou propre comment figurer ce plateau. Vous êtes docteur en sciences, en droit privé. En droit privé et sciences criminelles. Et sciences criminelles, mais votre soutenance, votre thèse portait sur la gouvernance des entreprises publiques au Cameroun. Vous comprenez pourquoi vous êtes là ce soir pour échanger avec nous autour de la thématique qui est retenue ce soir. Les habitués de plateau sont là. Benoît Flodier, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir au co-discutant. Et bonsoir à un maire de l'arrière-pays, le maire de Fongo-Tongo. Je salue ce maire parce que quand nous voyons un peu les maires qui se détachent et qu'ils font des petites localités, une référence, nous pensons qu'ils sont en train de suivre la réelle politique du chef de l'État. Le maire de Fongo-Tongo. Fongo-Tongo, c'est d'accord. de la Ménoire, dans l'ouest du pays. D'accord. Permettez qu'on salue également nous aussi un maire. Ah oui. Ben, on va saluer monsieur le maire d'Ayos. Vous savez pourquoi on salue le maire d'Ayos? Donc on peut deviner pourquoi on salue le maire d'Ayos? Une commune très propre, la ville d'Ayos. Oui, vraiment. Ça, et je peux le témoigner. Effectivement, voilà les maires qui suivent la politique du chef de l'État. Ayos est passé d'un coutant à une ville de l'ancien qui fait bon vivre. Quand vous passez là aujourd'hui, vous voyez, elle est propre, elle est accueillante et elle offre même déjà des infrastructures qui permettent également de séjourner et de se sentir en ville. Quand je dis en ville, c'est entre parenthèses pour dire en grande métropole. Ça... Je lisais tout à l'heure le classement des communes les plus propres de Diong-et-Foumou. C'est naturellement Ayos qui est en tête. Et aujourd'hui, la propreté ne couvre pas seulement la zone dite urbaine. Dès l'entrée du territoire communal d'Ayos, vous avez déjà un cantonnage absolu avec pelouse, avec les arbres qui sont en train d'être plantés. Il y a un travail permanent des agents communaux équipés de tronçonneuses, des tondeuses. Voilà, comme l'a vu de ce côté-là. Vraiment, Ayos, coup de chapeau à monsieur le maire de la commune d'Ayos. Nous, on passe par là tout le temps. Oui, effectivement. Et on en profite. On en profite d'ailleurs. On accueille Joseph-Marie Elundou, journaliste économiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Je vais sûrement embrayer. Ah, d'accord. Nous sommes dans la performance. Je crois que lorsque les gens travaillent bien, il faut le dire. Ayos, justement, je connais Ayos. D'abord, c'est une localité assez mythique qui a abrité, je crois, une école. L'école des infirmiers. Les infirmiers. C'était la base du docteur Jameau qui luttait contre la maladie du sommeil. Voilà. Bon, c'est une ville historiquement qui a marqué la marche et l'évolution de notre pays. Et puis je l'ai vu évoluer, parce que je suis passé par Ayos, en 92 pour la première fois. J'ai vu Ayos évoluer, maintenant quand la route Bonis-Ayos a été ouverte, on a encore vu. Il y a un premier maire qui est passé, qui a un ancien ministre, qui a fait, je crois, ce qu'il a pu. Le ministre Ambassala. Mais celui qui est là, effectivement, c'est quelqu'un de très performant. Surtout que moi, j'ai été marqué il n'y a pas longtemps. J'ai vu que je voulais me soulager. Et l'étoile publique. J'avais trouvé ça vraiment performant. Et je voulais également dire à mon frère que, vous savez, les Fongo Tongo, ce sont mes cousins. Les Fongo Tongo, c'est les fonds. Oui. Donc, moi, je suis fond de la Lequier. Donc, les Fongo Tongo, là où vous avez dit là, évidemment. Ce sont, on a le même groupe, on fait les mêmes activités culturelles. Donc, c'est pour dire ici que le Cameroun n'est pas aussi disloqué qu'on le croit. Il y a beaucoup, il faut faire attention. Vous pouvez marcher sur votre frère comme ça, en vous disant non, il est de l'ouest, il est du centre, il est de ceci. Donc là, moi je suis étonné. Les Fongo Tongo, c'est les Tchang, je crois. Dans la Nous sommes du même ancêtre. D'accord. Cela peut expliquer quelque chose. Le deuxième adjoint de cette commune-là, c'est Madame Pauline Chama. Pauline Chama. Elle est très introduite là-bas. Elle est trop portée là-bas. D'accord, c'est ça. D'accord. Vous pouvez un peu réfléchir et voir. D'accord, c'est toujours bien de parler des mouvements et autres. On a nos sœurs un peu partout, on ne sait jamais. C'est bon de le dire pour que les gens sachent que même lorsqu'on parle de vivre ensemble, parfois on défonce les portes ouvertes. D'accord. Si tu peux voir quelqu'un, tu penses que tu dois faire des efforts particuliers pour vivre ensemble avec parce que tu penses qu'il vient de loin, alors que c'est ton même sang. Et puis, je pense qu'il faut que cette information soit bien bétonnée et que les jeunes sachent qu'il y a des discours xénophobes, pas toujours, qui ne sont pas de nature à donner la cohérence. D'accord. À une époque, on demandait justement aux structures qui s'occupent du concours des villes les plus propres pourquoi Ayos n'est pas toujours en tête. On a dit que non, Ayos n'est pas venu à la compétition, Ayos n'a pas participé, n'a pas fait le dossier. Ce n'est pas une question de dossier. On doit observer justement qu'il y a un travail qui est fait, parce que ceux qui viennent compétir, ils viennent pour gagner quelque chose forcément. Ayos ne se rend pas belle parce qu'il faut gagner un concours. C'est parce qu'il faut permettre aux populations de vivre dans des meilleures conditions. C'est une ville carrefour. Vous savez que chez nous, c'était le reposoir avant. On sortait de l'Est, l'arrêt obligatoire. Ayos, pour manger un peu de kanga et tout ça. Il y avait du gibier. Oui, le bus arrêtait toujours et puis le chauffeur était prévenu. Ayos, là, tu t'arrêtes, mon frère. On reprend les forces. Lui-même était concerné. Allez, on salue justement le maire des populations de Ayos. Monsieur, je vous propose une petite vidéo qui parle justement de cette consommation de whisky en sachet. Il y a des noms les plus incroyables qui sont attribués à ces whisky aujourd'hui. Il y a Lion d'Or, Tombo, Red Bull, ces noms qui... Alors écoutons un peu ce que dit ce monsieur. C'était un reportage réalisé par nos confrères de Horizon 3. Éventualité. De un, le sachet ne tue personne. C'est l'excès de consommation des sachets qui tue. Je ne peux pas me dire que vous buvez les whisky de 1 million de francs la bouteille. C'est votre niveau là-bas. Puisque vous avez les salaires de 5 millions, 7 millions. Mais l'autre qui ne peut pas avoir ce whisky-là, il va aussi se mettre à l'aise. Son petit 100 francs ou son 200, il prend son sachet de 200, il se met à l'aise. Oui. Ne touchez même pas un beau sachet là. Il y a des problèmes que vous devez éradiquer dans ce Cameroun. Ce n'est pas le sachet qui est le problème. Le vrai problème est là, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez seulement Kitoko, Lion de Boulette. Non, vous mentez. D'accord. Alors, docteur, quand vous écoutez ce jeune Camerounais, vous dites finalement, on est mal parti là. Exactement, on est très mal parti parce qu'on a l'impression qu'il
normalise la consommation de substances, je ne sais pas si je vais dire nocives, Oui. pour la santé. Donc, effectivement, c'est une vidéo qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment choquée, je vais dire, parce que ces propos, il y a vraiment de quoi être étonné. Mais ce qui est sûr, le whisky en sachet se consomme beaucoup. Oui, effectivement. Ils disent que c'est pour noyer les soucis. Est-ce que ça tient à ce genre de défense? Alors moi je pense que c'est la santé avant tout qui devrait être mise en avant. Parce que on dit souvent le moins cher est cher. Ça ne sert à rien de consommer des whiskies à bas prix qui vont nous causer des problèmes de santé. C'est du non contrôlé, Benoît Fodjo. Exactement. Du non contrôlé. Mais vous voyez ce que dit un jeune Camerounais, il vraiment ne touchait même pas à ça. C'est regrettable. J'aurais voulu dire que ce n'est pas sa faute, parce que c'est la faute à ses producteurs qui récidivent, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on présente les conséquences de ce whisky-là, qui, peut-être le liquide à l'intérieur, à l'usine, serait un bon liquide, mais en le mettant dans un plastique qui reçoit la chaleur, le plastique se décompose pour entrer dans le whisky, alors ça devient un danger pour la santé. Et ça, je pense qu'à un moment donné, on se plaint généralement de la tolérance administrative. Il faut vraiment frapper le poing sur la table. On peut créer des possibilités de détailler le whisky. Le whisky peut bien être vendu en bouteille. On donne la possibilité de le détailler, aussi bien qu'on puisse trouver des petites gouttes, je ne sais pas comment, on pourrait le décomposer pour qu'il donne des petits whisky aussi moins consommables. Et encore moins que sans consommation de ce whisky, personne ne mourrait. Mais ce qui me marque chez ce consommateur, c'est que c'est un vrai Camerounais. Parce qu'il y a une rhétorique au Cameroun aujourd'hui. Il n'y a que ça que vous avez vu. Allez d'abord gérer d'autres problèmes. Exactement, hein, c'est la réponse qu'on a. Finalement, vous évoquez la question des églises, on vous dit allez voir le bar. Il n'y a pas que les églises, il y a les bars. Vous allez toucher les bars, on vous dit vous êtes sur le bar que vous avez arrangé les routes. Donc en réalité au Cameroun, c'est comme ça donc qu'on construit la destruction. C'est-à-dire on n'est plus appelé à rien faire. Donc si on va dans ce rythme, ça veut dire qu'on ne doit plus rien faire. Parce que pour que vous dites une chose, il faut d'abord que l'ensemble... Mais il faut finalement faire quoi? Cela fait 20-25 ans qu'on parle de la lutte contre le whisky en sachet. Non, il faut être intransigeant dans la démarche, tout simplement. Mais on n'a pas ça, et l'État ne peut pas, ne transige pas. Il faut tout simplement qu'on prenne des mesures fortes. Parce que, au-delà des sociétés qui produisent ça sur place, il paraît qu'il y a la porosité des frontières qui encourage, qui facilite encore, n'est-ce pas, la présence de ces histoires-là sur le territoire. Parce que ça entre par tous les côtés. Je crois qu'il faut tout simplement être rigoureux et vraiment prendre ça. C'est un problème de santé publique, il faut s'y mettre. José-Marie Elundou, la consommation de whisky en sachet, finalement, est-ce que l'État n'a pas les armes utiles, efficaces pour lutter contre cela? Vous voyez, je vais embrayer sur le comportement d'abord du citoyen. Oui. Nous sommes actuellement en train de recenser les Camerounais. Et lorsque vous rencontrez des gens qu'il faut recenser, parce que l'État veut faire des politiques publiques bien structurées, chirurgicales, les gars vous disent que allez, nous avons d'autres problèmes. Laissez-nous vos histoires de recenser. C'est-à-dire, c'est devenu un problème de citoyenneté. C'est-à-dire que les Camerounais ne s'intéressent pas, ils se plaignent, mais ne s'intéressent pas au secteur ou aux activités qui devraient pouvoir aider le pays à les accompagner de manière plus efficace. Vous voyez un jeune homme comme ça. Je voulais simplement dire au passage que ceux qui ne sont pas encore recensés, qu'ils appellent le 85-85. 85-85. Moi je n'ai parce que je ne suis pas encore recensé. Voilà, 85-85. Vous voyez que la question des ressources humaines, c'est quand vous demandez à un État de faire ci, de faire ça. Si tout l'argent de l'État passe dans les problèmes de santé publique,
parce que vous êtes libre, vous avez bu des kitoko, vous avez bu tout ça, et vous avez le foie malade, vous avez des problèmes de santé de tout genre, vous augmentez les charges de santé publique, qui sont des charges incompressibles et qui n'ont aucun retour en termes d'investissement. Donc il faut que ces gens sachent que au moment où tu demandes à l'État d'aller faire ce qu'il croit être plus important, la première chose dont un État a besoin, c'est des hommes en santé et vigoureux. Aujourd'hui, la Chine et les pays comme l'Inde sont des puissances parce qu'ils ont une population abondante. Vous remarquerez que quand vous allez dans les villages aujourd'hui, les jeunes sont complètement paumés. Paumés. Ouais, vos camarades de classe. Oui, vous avez un camarade de classe. Il est déjà tout vieux, il n'a plus de dents, il tient à peine debout. Voilà, ils ne peuvent pas se marier. Mais il y a un risque même que l'espèce, que les liens disparaissent. Donc, c'est un problème sérieux qu'il faut que les jeunes comme ça, des gens qui parlent de cette façon, il faut qu'ils écoutent ça. C'est-à-dire que l'État a besoin de ces hommes. Vous savez, lorsqu'il y avait la colonisation, lorsqu'il y avait l'esclavage, on venait chercher des gens vigoureux. Absolument. Parce que l'homme est le premier input. C'est le premier input de la production. Si vous ne l'avez pas, venez avec toutes les machines du monde, vous n'aurez pas véritablement une production bien suffisante. D'accord. Je pense que vous avez posé la question. Oui. Est-ce que l'État n'a pas les armes efficaces? Rien ne dépasse l'État. Bon, il y a eu dans ce pays un moment où on a dit qu'il fallait plutôt faire en sorte que l'on laisse des choses entrer parce qu'il y avait une politique de libéralisation, les contrôles sont finis, les contrôles des prix, etc. Aujourd'hui, il est temps de faire le point. De cette époque-là qui nous a créé beaucoup de problèmes, il faut que l'État donc reprenne son rôle régalien de gestion des ressources nationales, son rôle régalien de contrôle de la consommation, parce que c'est lui qui paye lorsque ça ne va pas. Et donc l'État peut le faire. Il y a le ministère du Commerce, il y a les corps. Aujourd'hui, de plus en plus, les mairies ont des polices municipales. Il y a des ressources que l'on peut mobiliser pour arrêter. On peut le faire si on veut. Vous avez vu chaque fois qu'on a voulu arrêter des stocks de médicaments, on les a arrêtés. Quand on a voulu arrêter même des stocks de ces whisky mal faits, ou encore des bières, tout ça on a su le faire. Ça veut dire que si on mobilise une vraie politique, on peut stopper cette affaire. Vous voyez sur les motos, ces gars sur les motos qui font des accidents partout, ils ont plein de ces whisky dans les poches. Ils sont agressifs. Ils insultent tout le monde sur la route. Ça, c'est les effets de l'ivresse. Parce qu'ils se droguent. Donc je pense que c'est un mal, ça va devenir un problème d'ordre public et l'État devrait s'en préoccuper. Merci, on accueille docteur Timothée Essomba. Bonsoir docteur. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-panélistes et toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. J'ai voulu dire, rechercher la formule qu'on t'accueille avec du whisky en sachet, mais c'est pas une très bonne formule. Dans tous les cas, on parle du whisky en sachet, qui semble finalement faire de la résistance. On a écouté un compatriote tout à l'heure qui dit vraiment c'est son affaire. Les autres boivent les whisky qui coûtent 1 million, ils ont beaucoup d'argent, mais qu'on ne touche pas à leurs 100 ou 200 francs qu'ils consomment. Plusieurs fois, des ministères se sont exprimés sur cette question, mais plusieurs fois également, on a l'impression qu'ils ont abandonné le combat. Non, Jean-Jacques, ils n'ont pas abandonné le combat. En fait, ils l'ont jamais commencé. Parce qu'il faut sortir des liturgies incantatoires dans la gouvernance. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour mettre fin au whisky en sachet. Mais personne ne fait rien. J'ai été à Uri il y a 2 semaines de suivre un reportage sur le ministre du Commerce qui a décidé d'aller dans les marchés pour sensibiliser les vendeurs. Comment vous faites pour sensibiliser un commerçant en lui demandant de ne plus vendre ce qui lui permet de faire le chiffre? C'est inédit. Tout à l'heure, le doyen Lundu a tout dit sur la question. Si l'État veut que le whisky en sachet prenne fin, il prendra fin en moins de 24 heures. Donc c'est un problème de volonté politique, absence de volonté politique qui a créé une sorte d'accoutumance au niveau des consommateurs. Et ce qui a fait que ceci crée
des concepts tels que celui que vous évoquez, le fait que ce soit moins onéreux, le fait que ce soit plus accessible. Il ne fallait même pas laisser que cela commence. Il ne fallait même pas laisser, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir le bac pour savoir qu'un mélange d'alcool et de carbone crée forcément du poison. Je pense que ça, c'est des cours de physique-chimie niveau 4e. Donc tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait que c'est dangereux, mais on a laissé faire. Peut-être parce qu'on a besoin d'avoir une population complètement ivre. Ou alors parce que l'État au Cameroun a un réel problème d'absence. L'État se rend trop absent sur plusieurs questions. On avait ce phénomène, on a toujours ce phénomène de police municipale qui agresse les motos-taximens. Où est l'État? La question que je pose toujours quand j'observe certains dérives sociales, c'est où est l'État? Pourquoi l'État se montre aussi absent sur des fléaux sociaux? Alors, on est d'accord, la question a toute sa place, où est l'État? Mais que faisons-nous pour protéger les nôtres? L'élite, docteur, quand l'élite vient au village, il y en a toujours dans la malle. Les populations viennent s'abreuver, l'élite joue au beau garçon, surtout celles des élites qui comptent avoir des suffrages demain. On est en train de tuer à petit feu. Hein, docteur? Oui, exactement, parce que je pense que justement, au-delà du rôle des pouvoirs publics, les citoyens ont également un rôle à jouer à ce niveau. Je pense qu'il faudrait développer une véritable culture de sensibilisation, pouvoir sensibiliser la population sur justement les risques de consommation de ces whisky en sachet. Je pense que... Finalement, on est tous coupables. Hein? Il y a le consommateur qui boit à bouche que veux-tu. Il y a l'élite qui arrive, qui en a toujours comme provision. Il y a ces structures qui se multiplient et qui en fabriquent tous les jours. Et il y a les pouvoirs publics qui avancent sans avancer. On est tous coupables finalement. Chacun doit pouvoir jouer un rôle là-dessus. On fait rapidement tout le temps de 30 secondes. Bonafé, on est tous coupables. Oui, non. Certes. Oui et non, ou bien oui. Certes que non. On n'est pas tous coupables. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut donner la responsabilité à qui doit l'assumer. Mais la première responsabilité, la santé, première responsabilité, oui, elle est d'abord individuelle. La santé, l'individuel d'abord. Individuelle. Oui. Mais dans la production du whisky, je pense qu'à un moment donné, il faut dire, la sensibilisation ne suffit pas. La sensibilisation ne pourrait jamais arrêter les gens. Il faut arrêter la production. Il faut mettre les batteries doubles pour traquer ceux qui font véhiculer ce poison. D'accord. Il n'y a que ça. Lorsque l'État se décide, on le fait. La sensibilisation ne suffira pas. Ça ne va même pas gérer le problème. Vous voyez quelqu'un comme celui qui a pris parole là, vous allez le sensibiliser en lui disant quoi? Il va me t'insulter. Vous allez lui donner aussi les millions pour boire en bouteille? Non. Alors, donc, puisqu'il n'y aura pas les millions que vous allez lui donner pour qu'il arrête les sachets, il faut tout simplement qu'il ne trouve plus les sachets au marché pour accueillir. C'est tout. S'il ne peut plus accueillir les sachets au marché, il va beau bavarder, il ne trouvera plus point. Docteur, la santé est d'abord individuelle. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, la santé. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste critiquer les producteurs. Il faut aussi regarder du côté des consommateurs. Je pense que c'est vrai que, comme le docteur l'a dit, il y a certains individus qu'on ne peut pas raisonner, qu'on ne peut pas sensibiliser, parce qu'ils vont toujours vous dire, le problème est ailleurs, vous pouvez vous focaliser sur autre chose et tout. Mais moi, je pense que le consommateur a aussi son rôle à jouer là. Il faut privilégier justement des produits de qualité, s'assurer que, dans la mesure du possible, les produits qu'on consomme sont conformes au marché. Encore que beaucoup disent que ce n'est pas une question d'interdit fondamentalement le whisky en sachet. On peut, je ne sais pas comment dire ça, mettre dans ces sachets des produits de bonne qualité aussi. Bon, c'est justement, vous posez un problème, il y a un double problème. Il y a le problème de l'ivresse. Que ce soit avec du bon ou du mauvais whisky, il y a le problème de l'ivresse. Et quelqu'un qui, lui, compare à quelqu'un qui peut boire un whisky même de 1 million, ne va pas le boire en un jour. Mais lui peut boire 10, 15, 20 sachets. De différentes marques. C'est vrai, c'est démocratisé. Avec les 100 francs,
il y a donc un premier problème, c'est la régulation même. Parce que si vous voyez des marques qui se multiplient, ça veut dire que le marché là est Naturellement. la demande est forte. C'est un grand marché. donc, en fait, nous sommes là face à un problème économique. Parce que c'est un dilemme. Oui, l'aspect économique, et l'aspect économique, il ne faut pas jouer avec ça parce que vous pouvez plutôt avoir une dérive. C'est-à-dire que, vous savez, le politique, si vous connaissez l'adage qui dit que le peuple a besoin de jus, de pain, etc. Lorsque votre peuple est trop lucide, vous allez remarquer qu'on se bat beaucoup quand il y a 25 francs qu'on ajoute sur une bouteille de bière. Oui. Alors que tous les jours, la tomate augmente, et tout ça, personne ne fait attention. Mais allez toucher à ces choses-là, qui font que le citoyen, le soir, n'est pas trop nerveux. Et ça, c'est une question de régulation. Je ne veux stigmatiser personne. Les pays où on retrouve les gens qui sont prêts à s'attacher une bombe, sont des pays... Ils ne boivent pas. Où l'alcool est prohibé. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut savoir que tout cela est à réguler. L'alcool, pour la santé, même parfois, semble-t-il, n'est pas très mauvais. Mais il y a une question de régulation. Donc, première chose, la qualité. Pour qu'on s'éloigne des problèmes de santé publique. Deuxième chose, et c'est là où votre question a tout son sens, la question de la responsabilité citoyenne. Moi, je ne pouvais pas boire avec mon père. Mais ce que je vois dans les villages, dans les quartiers... On lance au sachet au père. Oui, le père attrape le sachet, et puis, ensemble, oui, je pense qu'il y a donc l'éducation de la famille doit effectivement être questionnée dans cette affaire et demander aux parents, n'est-ce pas, de ses responsabilités. D'accord. Bien sûr que l'État doit contribuer par des messages, par une sensibilisation systématique sur les questions de santé. Tenez, le ministre de la Santé devrait intervenir dans vous avez des fontaines, vous avez des trucs, tous ces messages qui permettent que... Vous avez vu que chez les Occidentaux, par exemple, d'ailleurs on a déjà ça ici, on écrit sur par exemple sur le paquet de cigarettes, ce produit est nocif pour la santé. Donc quand vous le prenez, consommez avec modération. Sauf que ces produits whisky en sachet ne sont pas tracés. On ne sait pas d'où ils viennent. La qualité fait partie, la traçabilité fait partie de la qualité. Docteur Issomba, à un moment donné, on a soupçonné que cette affaire-là dépassait les ministres, que derrière ces sachets, il y a des gros contributeurs, il y a des gros bonnets qui sont derrière, et puis chacun avance, on se brûle, on recule, on commence à se regarder, et puis il n'y a pas une action. Derrière ces sachets, il y a des entreprises, des entrepreneurs, des gros contributeurs. Non, les investisseurs peuvent s'intéresser à d'autres domaines que le whisky en sachet. Est-ce que ça, c'est le commerce? Moi, je ne peux pas être d'accord avec cette vision romancée qui voudrait qu'on interpelle, on sensibilise les familles. Parmi les consommateurs, il y a ceux qui ne savent pas lire, comme ceux qui consomment de la cigarette. Ils ne lisent même pas, beaucoup ne savent même pas lire. Donc, ici, il faut qu'on s'accorde sur un fait réel. Il y a du poison. Ouais. Au-delà de la qualité, même si c'est un whisky de bonne qualité, dès que vous l'emballez dans du plastique, il va se dégrader, il sera altéré. Maintenant, il y a le méthanol qui est le plus répandu dans notre environnement qu'il faut interdire. La solution, donc, c'est laquelle? C'est interdire totalement le whisky en sachet. Parce que vous avez vu, ce qu'il a dit est très froid, mais c'est le cynisme aussi d'un État. On ne devrait pas démocratiser à ce point l'alcool dans aucun État au monde. L'alcool ne devrait pas être quelque chose que l'on peut acquérir très facilement si on veut se développer. Par contre, on peut orienter ces investisseurs, ces gros bonnets dans d'autres secteurs d'activité, peut-être même plus productifs et avec un fort taux d'employabilité pour ces jeunes désœuvrés, parce que beaucoup se réfugient dans ces sachets, parfois par oisiveté. Ouais. Et certains sont même conscients que c'est dangereux pour leur santé. Il m'est arrivé de suivre des petits de mon quartier en discutant entre eux, en disant c'est mauvais. Mais on fait comment? On n'a rien à faire. D'accord. Et ces temps-ci, par exemple, il fait froid, ou alors il fait frisquet selon les endroits. Vous comprenez un peu que seul l'État
a les outils pour mettre fin à ce fléau. Parce qu'il s'agit bien là d'un fléau social. Question de santé publique, question de sécurité même. Question de sécurité et même question de protection de notre fiscalité. Parce que la contrebande que l'on retrouve, qui facilite l'entrée de ces produits de mauvaise qualité dans notre espace, tue aussi nos finances publiques. Absolument. Donc, on doit s'accorder sur le fait que l'alcool ne devrait pas être démocratisé. D'accord. Démocratisé. Merci, on va avancer. Votre question avait un volet que je voudrais un peu... Vraiment 30 secondes. Juste un peu. En fait, le fond de votre question, ça peut être la question de la corruption. C'est ça. Vous avez compris. Oui, en fait, c'est ça, c'est cet aspect. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les moyens d'influencer les décisions de l'État. C'est-à-dire des gens vous disent, bon, si c'est vous qui devez faire cet arrêté, vraiment attendez un peu, je venais d'investir là, le temps que j'amortisse, voilà X francs. Prends d'abord ça. Voilà, prends d'abord ça. Et ça, je me rappelle que... C'est une réalité, on s'est compris, on s'est compris. Bonsoir Gigi, on ne peut consommer que ce qui est produit et on sait tous la société qui fabrique ces whisky en sachet au Cameroun. Pourquoi ne pas stopper la production? Donc je rejoins le papa qui dit si l'État veut, il le fera. Franck depuis Ebolova, que l'entreprise qui en produit est bien connue, ce n'est un mystère pour personne. Le whisky en sachet n'est pas prêt de s'arrêter car le peuple y trouve son compte et s'en délecte avec joie pour parler au portefeuille vide. Mais il y a de l'argent dedans, vide, et de l'inaccessibilité des liqueurs de marque. Courage à ceux qui vont essayer de l'arrêter. Patrice, depuis Douala, Patrice, il faut arrêter. C'est un mauvais message. Dans tous les cas, c'est un mauvais message. C'est pas parce que ça coûte 100 francs que le traitement, quand vous avez un problème de santé, ça coûte 100 fois plus que ces 100 francs. Bonsoir, très bonne thématique. Pour ce qui est de ce que vous allez dire, c'est pour vous. Non, ça c'est un consommateur. C'est un consommateur. L'État ne pourra jamais interdire la vente de ces whisky. Eux-mêmes gagnent beaucoup d'argent derrière ça. Il n'a pas signé son message. Je constate que avant le DP et son soit docteur, il était ami avec le gouvernement. Il jouait le rôle de communicant RDPC. Aujourd'hui, étant déjà docteur, il devient lucide et voit l'état de gouvernance. Juste le constat. Je viens en paix. C'est Emmanuel de Fou. Emmanuel, nous aussi, on est en paix. La campagne est terminée, non? Ah d'accord. Docteur Soma vous répond que la campagne est terminée. Maintenant, c'est le docteur. C'est la science qui s'exprime. Allons dans les kiosques, on commence par le journal Info Matin, qui est naturellement dans les kiosques depuis ce matin et qui suit de très près les activités du côté de la Cameroun Water Utilities, Camwater, avec la réhabilitation et l'extension de la société de Japoma. C'est la grande une d'Info Matin, le journal de Dieudonné Veng, qui titre justement sa grande une, Blaise Moussa fixe le cap pour accélérer la mise en service. Est-ce qu'on peut avoir la une janvier de Info Matin qui suit justement les pas du docteur Blaise Moussa, le directeur général de la Cameroun Water, c'était le 12 juillet à Douala, effectué une visite technique sur le chantier. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux, apprécier les contraintes techniques encore existantes et définir les actions prioritaires devant permettre la réalisation rapide du projet et d'optimiser sa future exploitation pour la fin d'année 2026. Et puis on retrouve dans les kiosques également depuis ce matin la météo qui parle du rapatriement des réfugiés centrafricains. À Tangandi reçoit Benaka Soui. Il s'agit justement du ministre de l'administration territoriale pour Tangandi. C'était le 13 juillet à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé où il a accueilli son homologue centrafricain de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Les deux personnalités, nous apprend le journal, vont tenir dès ce jour une réunion ministérielle dédiée à la relance du processus du retour volontaire dans leur pays des ressortissants centrafricains vivant au Cameroun, et puis les assurances du ministre Tangandi sur le bon encadrement des réfugiés centrafricains sur le territoire camerounais. Parlons santé avec My Hospital qui est en kiosque ce matin et qui tire la sonnette d'alarme sur la présence dans les morgues, notamment à Yaoundé, de plusieurs corps abandonnés ou oubliés. Le journal My Hospital parle justement de 80 corps
oubliés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le séjour de certains défunts à la morgue de l'hôpital central Yaoundé atteint des prolongations vertigineuses, les proportions vertigineuses, révélant un abandon prolongé qui sature les infrastructures hospitalières. C'est un SOS. Plus de place pour les autres, 80 corps sont abandonnés là-bas à l'hôpital central à la Mocre. La nouvelle expression nous amène dans les entreprises publiques. Le paradoxe d'un secteur sous perfusion, titre le journal de Séverin Tchunke, qui observe justement que malgré plus de 51 000 emplois directs préservés et près de 2 000 milliards de francs CFA investis par l'État, les entreprises publiques camerounaises peinent à générer des performances financières à la hauteur des ressources mobilisées. La Chambre des comptes de la Cour suprême met en lumière les péchés structurels des portefeuilles publics. On en parle justement dans le cadre du débat retenu pour cette émission. On parle également des églises clandestines à la une de mutation qui célèbre ses 30 ans ces derniers temps. Église clandestine, le jour du jugement, titre le journal de Georges Alain Boyomo, suite aux directives du ministre de l'administration territoriale et aux dérives constatées. Une nouvelle campagne vise la fermeture de 1400 lieux de culte en situation d'illégalité, lesquels créent déjà une sorte de cri à la persécution. Ces églises disent être persécutées. Et puis, on parlera également de ce qui se passe avec dans nos marchés, il faut bien le dire, puisqu'on parle beaucoup d'or, même le gingembre est à prix d'or dans nos marchés. Église clandestine, la traque, titre Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle également des sous-préfets de Yaoundé 5e et 6e qui sont descendus sur le terrain en procédant depuis une semaine la fermeture de ces lieux de culte en indélicatesse avec la loi et le bon ordre. Les autorités administratives ont déjà fermé une cinquantaine d'églises et l'opération se poursuit, indique Cameroun Tribune. Le jour nous amène dans le département du Oyon qui veut s'accaparer la forêt des Pygmées, titre le journal d'Aman Mana. La gestion de cet espace est au centre d'une controverse entre un consortium d'organisations de la société civile et le gouvernement camerounais. Si vous êtes attentif, le pied de une de Le Jour évoque un sujet qui est de plus en plus abordé sur les réseaux sociaux. Ce sont ces injections prises par des femmes pour motif grossir les fesses. Danger public, indique le journal Le Jour. Il paraît qu'il y a des spécialistes maintenant qui font pousser le postérieur. Danger public. Expression politique nous parle justement des whisky en sachet. La crédibilité de l'État mise en sachet. Titre le journal qui affiche d'ailleurs les photographies de trois membres du gouvernement, le ministre des Mines, le ministre de la Santé et le ministre du Commerce. Le journal dit qu'à l'approche de l'échéance fatidique imposée aux distillateurs pour abandonner le plastique au profit du verre, le gouvernement camerounais joue sa crédibilité face à des lobbies industriels habitués au sursis à répétition. Le secteur a déjà connu plusieurs sursis. Et puis le firmament salue les actions d'un élu, l'honorable Paul-Éric Ndjomgwe, présenté par le journal de Parfait Haïti, toute une vie au service du peuple, titre le firmament, pour parler de cet élu. Gestion de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, la question intéresse le messager. Nathalie Moudiki à la barre, titre le journal de feu Pius Ndjawe, face au silence du Parlement et la paralysie du conseil d'administration de la SNH. Akeremona, avocat et homme politique, écrit à l'épouse de l'administrateur directeur général dont il dénonce par ailleurs la vacance déguisée pour une urgente reddition des comptes. De ce côté, on peut le lire avec le messager qui nous amène également dans la réserve de Ngoïla et cette forêt de Djoko Baka, déjà évoquée par le confrère Le Jour depuis ce matin. Vérité aux surenchères concernant la gestion de cette forêt. Et puis les réveils des faits, le réveil des faits dans les kiosques nous propose 17 membres du gouvernement. Le journal considère que dans le gouvernement, ils sont 17
qui bossent. Le reste fait la décoration, c'est un point d'interrogation. Est-ce que les autres sont seulement pour la décoration? D'ailleurs, on peut reconnaître quelques photos des ministres dits bosseurs. Selon notre confrère, le ministre de l'Éducation de base, de la jeunesse, du travail, des finances, de la communication, de l'eau et l'énergie, du développement urbain, des travaux publics, la fonction publique, la défense, l'administration territoriale, promotion de la femme, enseignement secondaire, mines et santé, les 17 qui seraient des bons bosseurs, selon notre confrère. Le drapeau, pour sa part, constate qu'on est à 55% de réalisation sur le lot numéro 1 de la route Mbalmayo, sans Melima, un autre chantier noté de ce côté. Et puis le témoin s'intéresse également aux églises de réveil. Quand la foi dérape et met des vies en danger, le journal signale justement quelques attitudes des pasteurs qui auraient conduit à des meurtres ou à des assassinats quand la foi dérape et met des vies en danger. Et puis Capital Info est également dans les kiosques ce matin. Le journal du groupe Saint-Christophe parle de la route Yaoundé-Douala, la piste du ridicule, avec une photo justement de cette route toujours plâtrée, toujours en réhabilitation, et qui affiche, selon notre confrère, un véritable ridicule. Défis actuels nous parlent de quelque chose que José-Marie Lundu aime bien. Le Cameroun s'allie au Nigeria, Ghana et Côte d'Ivoire pour un meilleur prix du cacao. C'est relativement au sommet d'Abuja, en lançant ce 14 juillet une alliance pour la valorisation du cacao. Ces 4 pays africains cherchent à réduire l'asymétrie, le prix qui, depuis des décennies, pénalise des producteurs face aux transformateurs et aux distributeurs. L'appel, le mouvement pour des prix harmonisés, lancé donc du côté d'Abuja. Et puis émergence par la Banque mondiale. Pourquoi le Cameroun peine à décaisser ses crédits? Le journal nous démontre cela. Malgré un portefeuille de près de 2700 milliards de francs CFA, les projets financés par la Banque mondiale au Cameroun n'affichaient au 30 juin 2026 qu'un taux moyen de décaissement de 18,7%. Voilà ce qu'on pouvait dire en parcourant rapidement les kiosques ce matin. Et puis on termine avec Dialogue quand même, qui parle de crise politique. Le journal Dialogue parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun au bord de l'implosion, titre notre confrère, alors que le président du MRC multiplie des sorties au vitriol contre la gestion socio-économique du régime de Yaoundé. La tempête gronde dans ses propres rangs, dit le journal Dialogue. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire en parcourant rapidement quelques-unes les journaux qui sont dans les kiosques. Honneur aux dames. Docteur, quelle est la une qui a retenu votre attention? Alors, relativement à la revue de presse que nous venons de parcourir, je dirais que le titre qui a le plus retenu mon attention est celui relatif au rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la performance des entreprises publiques camerounaises. C'est par le titre proposé par la nouvelle expression qui parle d'entreprise publique, le paradoxe d'un secteur sous perfusion. Le paradoxe d'un secteur sous perfusion. Alors, ce titre m'a particulièrement interpellé parce qu'il permet de poser une question essentielle, celle de l'efficacité de la gestion des ressources publiques. Nous savons tous que les entreprises publiques sont des piliers fondamentaux de l'économie camerounaise. Elles jouent un rôle stratégique dans de nombreux secteurs d'activité, tels que l'eau, l'énergie, les transports, les télécommunications et bien d'autres. À ce titre, elles bénéficient donc d'importants financements de la part de l'État. Ici donc, la question n'est pas de savoir quels sont les moyens, n'est pas seulement de savoir quels sont les moyens qui leur sont accordés, mais également comment ces moyens sont transformés en résultats concrets. Je pense que c'est ce que ce titre met en lumière. Il met en lumière un enjeu fondamental de gouvernance, celui selon lequel une entreprise n'est pas évaluée uniquement sur les ressources qu'on lui accorde, mais également sur sa capacité à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, dans la responsabilité et la transparence justement. Donc je dirais que ce titre nous rappelle tout simplement que les entreprises publiques ne sont pas évaluées uniquement sur les moyens qu'elles possèdent, mais également sur les principes de bonne gouvernance, de responsabilité, sur l'obligation de rendre compte lorsque on gère des ressources d'intérêt collectif. D'accord, justement, c'est ce titre-là qui va nous conduire à la thématique centrale de ce programme. Benoît Fedieu a redouté quelle une? Non, je vais revenir sur mutation parce que
mutation avec ces affaires d'église qui défraient. Il faut Le jour du jugement à titre mutation. revenir là-dessus. Le jour vraiment du jugement, parce que les Camerounais, ça s'apparente un peu comme le problème de sachet dont on faisait. Ah oui, docteur. Parce que vous voyez qu'à l'heure actuelle, si vous abordez les responsables des églises, la première chose qu'ils vous disent, c'est que allez d'abord résoudre les autres problèmes, allez d'abord fermer les bars, allez d'abord faire ceci. Donc, en réalité, comme nous le disions ailleurs, chacun crée son problème, mais il pense qu'il faut d'abord résoudre pour son voisin avant de revenir sur soi. Le problème des églises est aussi embarrassant qu'on ne comprend pas parce que, vous voyez, on évalue environ à 1500 églises. Je ne sais même pas sur quelle base, parce que de ma petite expérience, ne serait-ce que dans la ville de Yaoundé, vraiment dans mes heures perdues, je peux facilement réussir à localiser environ 500 églises. Parce que je ne sais pas, on appelle peut-être même très abusivement église. Parce que les gens ont aujourd'hui transformé même les petits studios, les chambres, en un lieu où un style de décibels embrouille tout l'environnement. Donc, pour dire tout simplement, le jour du jugement, je crois que le ministre Atanganji, que nous continuons à saluer parce que par moment il sait faire un peu de bruit lorsqu'il le faut, mais je crois que il y a aussi toujours une tolérance administrative de ce côté. Parce que l'Église même... Vous êtes d'accord qu'on durcisse le ton? Non, il faut durcir et redurcir le ton. Pas seulement durcir le ton momentanément, mais à long terme. Parce que l'Église aujourd'hui, si au Cameroun, on a mis l'Église sur le principe d'autorisation de décret. C'est par décret qu'on permet à l'Église de fonctionner. C'est pas comme une association. Alors, combien des églises même là qui font trop de bruit ont ces autorisations? Parce que quand vous voyez même certains pasteurs qui viennent, qui partent même dans les médias et crient aux sorciers, oh vraiment on fustige le comportement du sous-préfet de Yaoundé Sène, il y a ceux qui tentent même de dire qu'il a outrepassé son rôle. Je ne sais pas quel est le rôle que les églises ont donné au sous-préfet, mais le sous-préfet que nous connaissons, c'est la nécessité de mettre un peu d'ordre dans ce secteur. De mettre un peu d'ordre dans ce secteur. Et qu'on cesse de croire que lorsqu'on ferme, n'est-ce pas, une église qui n'est pas en règle, l'église va prier et puis ceci va se passer. Il n'y a rien qui se passe. C'est ceux qui croient à cette prière-là qui seront victimes. Mais il n'y a rien là. Parce que s'il faut même aller sur cette base, c'est que vraiment tout le pays est déjà transformé en église. D'accord. José-Marie Lundu a noté quel titre dans les kiosques? Je veux d'abord reconnaître que les titres sont de qualité très très attractive. Et c'est bien, ça nous montre que notre presse fait du bon boulot. J'ai été capté par plusieurs titres. On va aller sur le plus, celui qui aura le plus. Notamment Info TV et la question de l'eau. Info matin. Info matin et la question de l'eau. Oui. Je pense que c'est... Vous savez, c'est un des secteurs qui nous pose des problèmes d'endurance quotidienne, des problèmes de santé, des problèmes. Et on voit que dans ce secteur-là, on a une progression qui se fait. J'ai fait une étude sur la question de l'eau depuis la SNEC jusqu'à ce jour. Nous sommes passés à entre 150 000 compteurs d'eau à près de 500 000 compteurs d'eau aujourd'hui. Mais c'est encore très bas parce qu'il nous en faut à peu près 2 500 000 pour qu'on commence à atteindre le seuil, n'est-ce pas, le plus agréable pour tous. Bon, vous avez ça. Et vous avez également le fait qu'effectivement, c'est une entreprise qui a connu
peut-être on va en parler tout à l'heure, qui a traversé. Et ce sont les entreprises qui nous permettent un peu de voir les évolutions de notre économie, entre la privatisation, les passages entre les mains des autres, le retour de l'État, etc. Mais qui aujourd'hui, je crois, lorsque le management qui en ce moment-là est arrivé avec une grosse dette de près de 400 milliards. Ce qui n'est pas du tout facile à porter. Bon, quand on vous donne une pareille boîte, je ne sais pas, ça ne doit pas être très très facile. Mais je crois que le travail qui se fait, la réhabilitation, je vois Yaoundé, le projet en comme tout, je vois un certain nombre d'extensions qui se mettent en place. Et puis, l'autre jour, je suis allé puiser de l'eau, parce qu'effectivement, il n'y en avait pas. Là où j'en avais, je me suis rendu compte en posant mon galon d'eau à côté du galon d'eau d'une entreprise locale, j'ai vu que c'était une eau qui avait une couleur de l'eau. Nous avons traversé le moment ici où l'eau était vraiment... Couleur chocolat. Oui, j'ai été très personnellement touché par ce titre-là, à côté du cacao également. Bon, d'accord. Mon père balançait. D'accord, on parlera du cacao, c'est une thématique importante, le cacao. Timothée, quelle une? La une de mutation à nouveau m'intéresse. Je vais juste sur les églises. embrayer sur le choix de mon frère Benoît Fedjo en disant aujourd'hui on ferme les églises sur quel fondement juridique? Uniquement parce qu'elles ont été ouvertes sans l'autorisation de l'État. Alors que ce n'est pas le problème que les populations posent. Les populations posent le problème d'une nuisance sonore, davantage la question d'une nuisance sonore. Et aujourd'hui, la question d'endoctrinement que l'on observe au sein des églises, qui est une dérive. Or, lorsque vous regardez l'arsenal juridique camerounais, on n'a rien prévu sur l'implantation, les lieux d'implantation des églises, sur leur fonctionnement interne et sur les modalités de contrôle du dit fonctionnement. Une fois de plus, un État absent se retrouve donc là rattrapé par son absence et qui va fermer même ce qui ne perturbe pas uniquement parce qu'ils n'ont pas de règles. Est-ce que pour prier, il faut une autorisation pour prier? Je pense que non. Et beaucoup de ces églises se sont constituées en commençant par être des groupes de prière. Donc, il est importantissime aujourd'hui que le ministre de l'administration territoriale, puisque c'est lui qui porte le projet, annonce la révision des lois de 1990 qui régulent les libertés, notamment les libertés d'association, les libertés de culte, église et associations religieuses. Il faut les adapter aux contingences et aux exigences nouvelles. Si vous me permettez, j'ai vu une fenêtre de une là au niveau de mutation, la tribune de l'aîné Valentin Siméon Zinga, qui pose le problème de la désacralisation des producteurs de savoir. J'ai lu cette tribune avec beaucoup de délectation et j'ai compris que la bourrasque qui tend à emporter tout le monde aujourd'hui, qui veut que l'on désacralise, que l'on démystifie et démystifie les seigneurs du savoir, n'a pas emporté tout le monde. Il y a encore des personnes assez lucides qui comprennent que pour décérébrer ou désosser un État, il faut toucher l'intelligentsia. On ne doit pas laisser que l'intelligentsia camerounaise prenne de l'eau, sous prétexte qu'il y a quelques individus qui, mus par des relents personnels ou familiaux et autres, règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. On doit pouvoir dissocier les universitaires ou enseignants de façon globale des individus. Parce qu'avant d'être des enseignants ou des universitaires, ce sont d'abord des individus. D'accord, le message est passé. On accueille justement Sylvestre Lebel-Niet-Niet. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir malgré mon retard. D'accord, d'accord. C'est la même question que je te pose. C'est la même question. Quelle une? J'ai l'avantage d'avoir suivi très peu de une. donc mon choix navigue entre deux ou trois. Allons-y. Mais je choisis celui, j'oublie un peu le nom, qui n'a pas de l'incapacité de comment à décaisser les fonds mis à dispo par les bailleurs de fonds multilatéraux, je préfère le dire ainsi. C'est ça qui est gênant. Ça veut dire, en fait, c'est une dette, mais qui est gérée autrement. L'argent est disponible, mais on ne vous le donne pas, parce que ce n'est pas un appui budgétaire. On attend que vous montiez des projets pour le décaisser. Et on vous dit que nous sommes à 18, quelque chose de pourcent. 18,7%. Pendant, au même moment,
Nous avons des intelligences qui peuvent monter les projets. Au même moment, nous avons des problèmes à régler. Mais on n'arrive pas à décaisser l'argent. C'est un peu comme j'ai vu dans une commune du Cameroun qui est très proche de moi. Au même moment, des projets sont montés. Ils sont... On s'assoit dessus. Tout à fait. On s'assoit dessus. J'ai vu une commune qui a eu, il n'y a pas très longtemps, des financements, des crédits limités de l'ordre de presque 400 millions, qui a été relancé plusieurs fois. Le MINTEP vient d'être obligé de les retirer pour les envoyer ailleurs. Vous avez des problèmes de route. Le MINTEP met à disposition des crédits. Mais quand vous passez le temps à chercher là où vous avez d'abord votre compte, on vous lance 3 fois, le MINTEP vient de les retirer pour envoyer ailleurs. Donc le problème qui se pose au niveau de décaissement des fonds multilatéraux est gênant. On vous a dit que la route de Douala, c'est une piste de quoi? Ridicule. Ridicule. C'est un problème. Vous avez entendu que l'autoroute, tout est à l'arrêt. Mais vous avez quand même de l'argent que vous n'arrivez pas à décaisser. Mais vous voulez encore vous endetter. C'est le parfait. En réalité, vous avez une dette qui est disponible. Les crédits sont disponibles. Il faut juste des conditionnalités. Mais les gens montrent les projets, vous les mettez dans les tiroirs. Vous ne pouvez pas montrer d'autres. Et puis, à la fin, certainement, ces crédits, à un moment donné, vont être... Parce que comme ça ne se périme pas, on va emmagasiner la dette et on va commencer à s'endetter pour payer la même dette alors que l'argent est toujours disponible. D'accord. C'est un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Il faut être au Cameroun pour voir ça et pour comprendre. Moi, j'avoue que je vais me rapprocher de Timothée et Somba qui comprennent certainement mieux que moi. Moi, je suis perdu. D'accord. Allez, revenons donc à la thématique de cette émission. Monsieur, on va être très bref dans les prises de parole concernant justement les performances des entreprises publiques. Le constat est là. La Chambre de compte s'est exprimée et ce n'est pas la première fois que le constat est fait de ce que l'État met beaucoup d'argent pour le fonctionnement de ces entreprises. Niveau rentabilité, c'est pratiquement nul. Que se passe-t-il, Benoît Feudieu? Non, mais ce qui se passe, c'est que les entreprises publiques ont toujours ce problème où le financement est fait par l'État, soit entièrement ou en grande partie. Alors, l'État qui finance fixe les règles. Et les règles de l'État sont parfois, je ne pourrais pas forcément dire opposées à la performance, mais elles sont sociales. Sont difficiles à l'adapter à la performance. Parce que déjà l'État a d'abord cette faute qu'il commet. Et les nominations d'abord des responsables. Quand on commence même d'abord là. Parce que les nominations que l'État fait à la tête des entreprises ou même à la présidence du conseil d'administration sont plus politiques que par compétence. Il faut résoudre un certain nombre de problèmes. L'État qui fixe les règles, en même temps, l'État fixe des objectifs qui sont parfois contradictoires parce que l'État vous fixe les objectifs de performance. Mais l'État va vous demander de faire dans le social. Vous devez recruter. Oui. Vous devez même, si c'est une société qui fait, par exemple, comme Socadé, vous devez baisser les prix. Vous devez même parfois réaliser certains travaux qui puissent résoudre certains problèmes. Il y a ce côté-là. Il y a même le côté concurrence qu'on ne peut pas négliger parce que les sociétés publiques sont face à une concurrence déloyale des entreprises privées. Oui, puisque oui, il faut le dire, parce que les entreprises, si je prends juste mais qui subit la concurrence déloyale? Est-ce que c'est le privé ou c'est le public qui subit? Je pourrais dire le public, puisque en fait, les entreprises, les entreprises sont là pour des résultats. Qui est déjà financé, qui a des subventions. Qui a des subventions, mais non, j'y arrive. Nous sommes en train d'analyser la situation de l'entreprise. Même si on dit public, l'entreprise publique n'est pas créée pour ne pas être performant ou pour ne pas être rentable. Donc, l'entreprise, elle est créée pour être rentable. Maintenant, si face à cette course à la rentabilité, l'entreprise fait face à une concurrence, face aux sociétés privées qui sont disposées à faire plus d'offres. J'ai pris l'exemple ne serait-ce que du côté social où l'entreprise doit recruter. Et quand on dit doit recruter, on se retrouve dans les entreprises publiques avec un personnel au-dessus
de la normale. On peut avoir besoin d'utiliser 200 personnes, mais on finit par recruter 1500. C'est ce qu'on a connu à Cameroun, par exemple. Voilà, parce qu'il faut résoudre ce problème-là. Ce n'est pas le cas dans le privé. Le privé aura besoin de ces 200 qui vont lui donner le résultat, qui parfois peut se retrouver en train, si c'est des entreprises commerciales, en train de baisser le prix ou encore en train d'augmenter le prix, mais avec un service qui est au-dessus du service. Alors, à vous écouter, pour chuter, parce qu'on a peu de temps, à vous écouter, on a l'impression que les entreprises publiques doivent être retirées du champ de la performance. Non, pas du tout. Pas du tout, mais il faut qu'on note déjà quand même des inconvénients qu'il y en a. Et quand je parle même de la concurrence, il y a aussi même le monopole qui réduit les capacités d'une société à produire, n'est-ce pas, de la performance. Parce que quand une société n'est pas face à une concurrence, il va de soi qu'elle produise aussi moins de résultats. Nous avons le cas ici avec une société comme, je prends Socadel par exemple. Si on avait un privé qui avait souscrit, qui peut construire son barrage, qui peut produire l'électricité et vendre autant que Socadel, peut-être en élevant le prix, mais en améliorant le service. Le monopole endort un peu les entreprises. Et il y a donc, je sors par un autre cas, ce que je peux appeler l'éparpillement des entreprises publiques. Ça, il y a ce côté qu'on ne soulève jamais. Parce que nous avons des sociétés qu'on peut regrouper pour en faire une société. Si nous prenons le côté de l'énergie, on peut facilement regrouper Camwater, Socadel, et EDC, et il y a encore quoi là de rural. On peut regrouper le BTP. On a une société comme Madgeni qui nous crée tellement de problèmes. On a la Bogénie, la Maïeture, le Mipro-Malo. Tout ça, c'est une société qu'on pouvait réduire pour en faire une société. Non seulement on gagne avec tout l'éparpillement, n'est-ce pas, de la gestion qu'il y en a, mais en plus, on peut la rendre plus performante. Donc, ce reste que quelques éléments comme ça. Contre-performance constatée des entreprises publiques. D'abord, pour moi, dire contre-performance des entreprises publiques me paraît trop générique. Il y a quelques entreprises publiques qui marchent, comme la CNPS, qui marche très bien. Il y a des entreprises publiques qui font des efforts. Mais je pense qu'il est important que l'on... Oui, que vous n'avez cité qu'une seule. Vous prenez la Camwater qui fait des progrès. Ça marche déjà. Et celle-là, c'est une entreprise qui... La performance, c'est quoi? C'est le résultat au fil de la gestion et du temps. Alors, quand vous regardez une entreprise, vous avez la performance financière qui est la plus regardée. Mais la performance financière n'est pas forcément l'objectif de certaines entreprises publiques. Vous pouvez avoir ce que les autres appellent la performance sociale. La performance... il y a des performances qui ont d'autres connotations. On ressent sur la performance financière. L'État dit, je mets beaucoup d'argent, mais je ne vois rien. Donc, ce que je veux vous dire, la performance au Cameroun a une histoire. Lorsque, à la fin des années 90, l'État décide de changer de modèle économique, donc de passer de l'État, qui était le principal investisseur, vers la privatisation des entreprises, il y a, je ne sais pas, un grand nombre d'entreprises créées par l'État à cette époque, que nous avons d'ailleurs identifiées dans cet ouvrage, où effectivement, c'était les entreprises de l'État. Toutes ces entreprises que vous voyez. Elles sont nombreuses, qui étaient financées par le cacao, par les revenus du cacao. Et ces entreprises-là, à un moment donné, il y en a qu'on a fermées. Fermées parce que le modèle qu'on était en train de vouloir instaurer était un modèle qui privilégiait la performance financière, la rentabilité comptable. Si ton entreprise a déjà mangé tout son capital social, et que le passif est trop lourd, on ferme. Je crois qu'il y a sur cette table des experts en cette matière. Et certaines entreprises ont donc signé des contrats de performance avec l'État. Ces entreprises qui devaient soit être réhabilitées, ou alors, parce qu'il y avait le choix entre fermer
Oui, tu défendais ton entreprise, on signe des contrats de performance, certaines entreprises l'ont fait. Et cela a duré déjà plus de 30 ans. Et on a vu qu'on est dans un environnement où l'État est en train de revenir dans l'économie. Mais de manière presque en catimini. C'est-à-dire, ce à quoi on se serait attendu, ce serait que ce même État décrète que, bon, maintenant l'État a observé que les sociétés qui avaient été privatisées n'ont pas donné satisfaction. Repartons vers une production, enfin, des sociétés qui sont des sociétés d'État avec ceci comme cahier de charges et obligations. Donc, vous voyez que il y a des sociétés qui ont, vous prenez Camrail, on a changé seulement la couleur des wagons, c'est tout. Et puis, on a même abandonné certaines voies. Un Consamba ne marche plus, etc. Malmayo. Et ceux-là, c'est des entreprises privées qui viennent et regardent de manière chirurgicale là où ça leur rapporte de l'argent. Sinon, ça ne les intéresse pas. C'était pareil pour le Camwater et autres. Où les gars sont venus, les villages, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas là-bas, il n'y a pas d'argent. Les gens ne payent pas, etc. Donc les entreprises d'État, aujourd'hui, il faut bien à mon avis, il faut leur donner, les catégoriser. Il y en a qui ne peuvent pas produire, qui ont même des prix réglementés, qui ne peuvent pas faire des prix qui sont fonction du coût de production. Elles ont évidemment un rôle social, un rôle stratégique, sur lequel l'État joue. Si vous blaguez avec ça, il y a des révoltes. Donc, il faut faire attention de dire simplement que contre-performance des entreprises publiques, bon, j'ai pas eu le rapport, la Cour des comptes, il y a des entreprises qui donnent de bons résultats, il y a des entreprises qui connaissent des contre-performances, effectivement, et qui ont peut-être pour mission, effectivement, de produire de la richesse. Et celles-là, on devrait pouvoir s'intéresser. Je prends l'exemple d'un secteur comme le cacao. Nous avons connu il y a 3 ans des prix au kilogramme qui frisaient les 6 000 francs le kilogramme. Aujourd'hui, nous sommes à autour de 1000 et poussières. Si le modèle cacao est performant, les entreprises qui gouvernent ce secteur devraient s'intéresser au prix plafond que nous avons atteint. Faire l'analyse du marché. Puisque c'est un marché constamment en fluctuation. Et nous sommes retombés dans le même piège qu'en 90, où effectivement, on avait tué l'outil qui permettait la stabilisation. Donc, on voit une entreprise performante lorsqu'elle a un dispositif organisationnel qui lui permet de faire face aux chocs économiques, qu'ils soient exogènes ou endogènes. Ça, c'est parce que c'est ça une des choses qui permet que l'on dise qu'une entreprise est performante. Et là, dans ces entreprises qui développent, je crois qu'il y a qui connaissent ça mieux que moi, les cellules de prospective et de stratégie, qui observent le marché et puis anticipent sur les chocs qui peuvent amener ce marché à s'écrouler. Par contre, les entreprises à caractère social, vous avez vu, quand j'ai parlé de la CNPS, vous avez vu cette entreprise il y a quelques années qui était complètement par terre. Et aujourd'hui, on était à l'époque, je sais pas, presque en faillite. Aujourd'hui, on a des matériels financiers qui finissent dans les 800 milliards. D'accord, je vois qui n'a pas lu le rapport de la Chambre des comptes, qui indique que justement 55,85 milliards de francs CFA de dividendes, c'est à partir de 2004, ont été perçus pour un investissement global de 1911,35, soit un rendement de 2,92% seulement. L'État a mis plus de 1911 000. Les entreprises étaient assez petites. Pour dépanner global, il y a un nombre d'entreprises qui ont été sélectionnées. Qui me paraît, qui ne me permet pas de... Oui, parce qu'on a essayé de chercher dans votre développement lesquels peuvent se porter financièrement bien. Non, ce n'est pas la finance. Là, on est dans le socialement bien, et même le socialement bien reste discutable. Parce que d'accord, tout le monde salue la CNPS, mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de graissement dedans de ce côté également. Alors, moi je voudrais qu'on soit très clair
Quand on fait performance financière, Ouais. nous y sommes. La Chambre des comptes est claire là-dessus. Le rapport est adressé au Parlement. Tout le monde en parle aujourd'hui. L'État met beaucoup d'argent, mais après, on ne voit pas un retour. Moi, j'ai toujours des problèmes avec le rapport de la Chambre des comptes. Vous avez vu le rapport très biaisé qu'elle a commis sur la Covid. J'en sais rien, s'il était biaisé ou pas. Je suis en train de dérouler. On n'a pas d'éléments, Timothée. Où on a indexé un ministre qui a été voué aux gémonies, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, alors que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation n'a même pas perçu un copec des fonds Covid. Parce que on n'est pas au tribunal de cette affaire-là. Je déroule. Ce que vous dites, quelqu'un d'autre peut venir dérouler le contraire. Non, c'est impossible. Je parle quand même en état. Vous voulez dire que la Chambre des comptes, c'est des blagueurs qui font des rapports comme ça. Je vous ai dit, Jean-Jacques. Non, sur l'aspect précis. Les fonds de manière Covid globale, étaient directement affectés aux instituts de recherche sous tutelle du ministère. La différence, ça veut dire que la différence, c'est quoi? La c'est tutelle n'a pas comme contrôlé. si vous envoyez, c'est pas son rôle, c'est comme si vous envoyez de l'argent aux universités, mais vous épinglez le ministre de l'enseignement supérieur, alors que les universités ont la personnalité juridique et financière. Au lieu d'épingler directement ceux qui ont perçu les sous, on épingle le chapeau qui n'a rien perçu. Venons au sujet. Lorsque vous lisez la Constitution du Cameroun, article 1er, alinéa 2, l'État du Cameroun est indivisible, laïque, démocratique et social. Tout le monde doit comprendre. Que ce soit entreprise ou établissement, on est dans un État social. On ne peut pas demander la rentabilité financière à un État qui finance le social. C'est complètement incohérent et erroné. D'accord. Donc, maintenant, construire le social veut dire quoi? Maintenant, un État qui dépense seulement. C'est ça le problème. Qui dépense seulement. L'État du Cameroun et il fonctionne comment? L'État du Cameroun, pour l'instant, n'est pas un État capitaliste. On est d'accord que Camerco peut fonctionner avec autant d'employés que possible parce qu'on est dans le social. Non, même s'il n'y a pas une rentabilité. Il ne faut pas confondre. L'objectif de l'État est la gestion des entreprises. Qu'est-ce qu'on épingle? L'objectif de l'État, c'est de faire le social. Maintenant, la gestion des entreprises. Camerco est une entreprise commerciale. La gestion. Pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas de alors si elle est commerciale? La gestion des entreprises se forme ou alors est soluble dans un cadre juridique. Il a évoqué tout à l'heure les contrats de performance que les entreprises ayant la personnalité juridique signent avec l'État pourvoyeur de fonds. Et il faut observer qu'au niveau des 1900 milliards de subventions, on doit distinguer deux types de subventions. Il y a des subventions de services, par exemple celles qu'on alloue aux universités, parce que le coût de la formation à l'université au Cameroun est minimalement de 300 000 francs. Mais l'université n'est pas une entreprise aussi. Hein. Ce sont des établissements publics. Non, on parle d'entreprise. Lorsqu'on va dans ce sens-là, on risque de sortir du sujet totalement. On nous quand même qui est entreprise publique. Il est bon que le téléspectateur qui nous écoute comprenne. Il veut comprendre. Voilà. Et aidez-le à comprendre. Je l'aide. Ouais. Je viens. Maintenant, l'étudiant paye 50 000 francs. Il obtient un service de 300 000. C'est l'État qui supporte. Je veux qu'on donne pas l'impression que les universités ne produisent pas de l'argent. Ce n'est même pas leur rôle. Il y a des États comme en Chine où l'université produit beaucoup d'argent. Ce n'est pas leur rôle. Nous sommes au Cameroun. C'est pourquoi vous le ramenez au Cameroun? C'est pas la Constitution. Maintenant, au niveau des entreprises, il peut arriver, et c'est le cas de la majorité des entreprises, parce que s'il faut même distinguer entre établissements et entreprises publiques, restons donc au niveau des entreprises. Oui. Nous parlons d'entreprises. Qui ont des charges plus élevées que leur capacité à faire des recettes. Parce que généralement épinglé aussi par des questions sociales. On ne peut pas minorer. Et je me rappelle, après l'adoption des lois de 2017, il est arrivé ce qu'on appelait l'arrimage. On demandait à tout le monde, que ce soit les EPIC à l'époque, établissements publics, industriels et commerciaux, et les EPA, de choisir soit devenir entreprise publique,
soit devenu établissement public. Beaucoup sont restés établissements publics alors qu'elles devaient devenir entreprises publiques. Pourquoi? Dès que vous choisissiez d'être entreprise publique, on ne vous donnait pas un capital. On sommait votre patrimoine. À partir de là, on vous disait, vous avez un chiffre d'affaires ou un capital de tel. C'est ce qui a tué le Mad-Génie. Si le Mad-Génie avait choisi d'être EPA, il n'aurait pas de problème aujourd'hui parce qu'il avait bénéficié des subventions. Qu'est-ce qu'on a fait au Mad-Génie? On a fait la somme des Caterpillar, la somme des bâtiments. On a dit, voilà votre capital, sans fonds de roulement. Résultat des courses, les autres ont vu, ils sont restés EPA et très peu sont devenus des entreprises publiques. Maintenant, l'État, l'argent que l'État met, est-ce que le fait de subventionner des entreprises signifie qu'elles sont contre-performantes? Non. Tous les gestionnaires vont vous dire, pas forcément. J'aime dire le pas forcément. À quel moment on a estimé que ces entreprises sont contre-performantes? Qui leur a assigné des performances? Dans un État social, la logique n'est pas de dire aux ce n'est pas, l'État n'a pas dit à Kamwate, par exemple, qu'il a exemplifié tout à l'heure, je te donne 10 milliards pour connecter 1000 personnes. Non. Kamwate elle-même monte ses projets et l'État peut financer ou alors l'État autorise à chercher des financements. L'objectif, ça veut dire qu'on n'imagine pas Kamwate qui puisse se faire de l'argent et réinvestir. L'État doit toujours donner de l'argent. L'objectif de Kamwate est téléologique et se fond dans le macro-objectif de l'État. C'est-à-dire, à l'émergence 2030, on veut que 80% des Camerounais aient accès à l'eau potable. C'est ça, Kamwate se met donc sur le rail de cet objectif. Cet objectif qui ne peut pas être chiffré année par année ou alors à coup par à coup. Donc, lorsque quelqu'un s'assoit dans son bureau, n'ayant jamais dirigé une entreprise publique, ne maîtrisant... Ça, c'est les réponses qu'on donne aux gens des églises. Que non, n'allez pas parler des églises parce que vous n'êtes pas... Non, franchement, vous ne direz pas des auditeurs de la Chambre des comptes qu'ils doivent d'abord venir gérer parce qu'ils sont dans leur bureau, ils sont dans leur rôle. C'est vous qui parlez des missions qui sont assignées. La mission qui est assignée à la Chambre des comptes, c'est de faire exactement ce qu'elle a fait. Maintenant, ne demandez pas aux DG d'aller s'asseoir et faire leur propre compte. Elle audite les comptes, oui. Mais avec quels éléments? Avec quels éléments, comment? Est-ce que la Chambre des comptes a sollicité les contrats de performance? Est-ce que la Chambre des comptes a sollicité les contrats blancs? Est-ce que la Chambre des comptes a sollicité tous les rapports des conseils d'administration? On va arriver au rapport des conseils d'administration. Merci d'ouvrir cette fenêtre-là. Les conseils d'administration vont être évoqués. J'ai suivi la réponse du professeur Viviane Ondoa sur le rôle néfaste des conseils d'administration qui donnent toujours le quitus. Et le lendemain, on dit il y a mauvaise gestion, ils croisent les bras, ils se cachent. Mais ce qu'on évoque aujourd'hui comme contre-performance, quand j'écoute José Marie et j'écoute Timothée, qu'on n'a pas besoin dans un État comme le Cameroun qui est social de parler de performance. Je suis très embêté. L'État ne sait pas assigner cette fonction pour le moment. Permettez qu'il réagisse. Je suis très embêté par cette construction que je suis obligé de déconstruire. Parce que ce n'était pas mon rôle de déconstruire ce que mes frères ont fait. Mais vous êtes quand même obligé. Je ramène mon grand frère Lundu à 1964 à la question de la SNI. Pourquoi a-t-on créé la SNI? Parce qu'à cette époque, la Société nationale d'investissement. Les Camerounais, n'avaient ni l'argent, ni les compétences pour créer et gérer les entreprises. L'État l'a donc fait et prévu de les privatiser quand elles seront performantes. C'est ça le problème, il faut commencer par là. Mais qu'est-ce que l'État a fait? L'État a attendu que ça meure pour les brader, parce qu'il y a une différence de la braderie et la privatisation. Une entreprise privatisée peut marcher normalement et on la privatise. Parce que l'État sort d'un secteur qu'elle a promu. Première chose. Deuxième chose, si vous lisez les éléments fondateurs des entreprises publiques, dès lors qu'on vous dit que vous avez l'autonomie de gestion et administrative, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut comprendre. Où est-ce que l'État a demandé de recruter des gens que l'entreprise ne voulait pas? Je ne connais pas cet exemple. L'État normal, pas les trafics d'influence, c'est-à-dire l'État. Qu'on écrive au gars de la Kamwate, recruter 400 personnes sur la base de rien, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Le problème... Je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas la destruction jusque-là.
Je suis très d'accord avec vous. Ce n'est pas mon objectif. Ah d'accord. Mais Parce si que vous n'avez pas la déconstruction. Non, j'ai dit si par accident, ça venait à déconstruire. Ah, d'accord. C'est pas mon ambition. C'est pas mon objectif. Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Maintenant, la Chambre des comptes, c'est quoi? La Chambre des comptes est le juge des comptes publics. Si tu ne mets pas son argent quelque part, la Chambre des comptes ne viendra pas. Les deux choses l'une, où l'État est bête, de ne pas fixer les priorités, de m'envoyer la Chambre des comptes auditer et juger les comptes. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a des trucs qui marchent. Je mets mon grand frère Lundu et mon jeune frère Timothée au défi de me dire que l'entreprise publique a publié ses résultats. La Sonatel, le 22 juin 2026. Qui disent quoi? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ce que je voulais dire, c'est que Il y a des entreprises qui publient. les entreprises ne publient presque pas. Mais il y a une donnée. Ouais. Si vous allez à la centrale des bilans logés à l'INS, vous allez comprendre comment les entreprises ne fonctionnent pas bien depuis très longtemps. C'est-à-dire le danger est dans la structure des entreprises. La loi de 2017, qu'il esquive un peu aujourd'hui, parce qu'il est contre une certaine lecture, on vous dit que le mandat des chefs d'entreprise de leur PCA est de 3 ans, renouvelable une fois ou 3 fois pour les. Ça veut dire que, est-ce que parce que Paul lui a fait 44 ans, on peut voir que le mandat est de 44 ans? En une seconde, monsieur le Non, maire. j'en viens. Non, on va La élever. bénéficiaire de la Sonatel au 22 juin 2026. À Sonatel qui a quelques mois d'âge là. 1 milliard D'accord, 115 allons-y. J'en viens. Transport. Sonatel. À Sonatel. Lorsqu'on vous confie un mandat, il y a absolument la performance qu'on attend. Sinon, il n'y a pas de mandat. Si on vous dit que vous avez un mandat de 3 ans, le renouvellement est une éventualité. Quelle performance? Absolument, l'entreprise doit rapporter, doit être performante. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'elle peut ne pas rapporter l'argent, mais fournir le service que l'État Je suis a fait, que entendu. l'État attend. On est d'accord. Mais lorsqu'on n'a ni service, ni l'argent, il Ni n'y a l'argent. pas de problème. C'est ça le problème. Et c'est l'État lui-même qui dit il n'y a pas de rentabilité. La rentabilité est un rapport. C'est l'État lui-même qui attend ce rapport. Hein. À moins qu'on dise que la Chambre des comptes a créé une histoire dont l'État n'est pas comptable. C'est ça le problème. Donc, en la réalité, les entreprises ne marchent pas parce qu'elles ont été structurées pour la plupart pour ne pas marcher. Parce qu'en fait, c'est comme le gouvernement. Mais c'est une faiblesse, hein, je veux dire ça autrement. C'est-à-dire, on a créé des entreprises en leur faisant des objectifs clairs comme des entreprises, donc rentabilité obligatoire. Mais on les laisse, pas qu'on fait. On laisse fonctionner comme si c'était le gouvernement. Parce que c'était un partage du gâteau national. Lorsqu'on donne la camotte à quelqu'un, on estime qu'on a donné la camotte à aussi de son département, de sa région ou de sa communauté. C'est chez vous là, ça vous appartient. Ça vous appartient. C'est pour vous. Et du coup, l'État lui-même est mal à l'aise pour demander les résultats. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des recrutements. Mais moi, je n'ai pas vu un seul État. Non, un seul moment, le gouvernement écrire pour dire recruter. Je n'ai pas vu ça. Mais je prends un exemple. Je lisais l'autre jour une œuvre très très bonne d'un ancien DG qui est sorti de prison. Je ne peux pas le citer ici. Qui vous disait comment il a géré et comment il est allé en prison. Oui. On lui a accordé des avantages indus qu'il a consommés. Et lorsqu'on est venu contrôler, on lui a dit non. La loi disait telle chose. Donc, à la fin, aujourd'hui, nous sommes dans un piège. Les entreprises sont des pièges pour leurs gestionnaires, mais également du partage du gâteau. En fait, lorsqu'on vous confie une entreprise, vous avez intérêt de parler. Je prends un cas précis. Où sont les chiffres de commande pour dire que ça marche? Quelle entreprise a investi? Laquelle? L'État a investi. On vous demande de gérer. Je peux comprendre que quelqu'un avait... L'entreprise avait investi. Mais aucune entreprise n'a investi nulle part. C'est l'État qui a mis son argent. C'est-à-dire que, je veux de l'eau. Je construis tout ce qui participe à la production de l'eau. Je voulais gérer la distribution de l'eau. Pourquoi vous n'êtes pas rentable? Deuxième chose, en termes d'écriture comptable, est-ce que parce que moi je produis de l'argent que le patron prend son argent que je n'ai pas été performant? Ça veut dire quoi? On vous dit que les entreprises ont donné 54 de dividendes. C'est-à-dire que l'État a qui? À l'État. L'État attendait donc ça. 3%. N'est-ce pas? L'État a reçu 3% de dividendes par rapport à ce qu'il a mis. Ça veut dire que l'État attendait ça. Il n'est plus question de dire qu'il n'y a pas de contrat de performance. On a besoin de nouveaux contrats, comme le chef d'entreprise dit. Produire les services. Maintenant, j'ai fini en vous disant que lorsque vous faites des écritures comptables, c'est saisie comptable qu'on appelle. Si j'ai produit de l'argent,
en deçà de ce que je devrais faire, je le mets dans la comptabilité. Et l'État doit savoir que c'est lui qui m'a mis là où je suis. Parce que c'est un peu ma vraie situation. C'est le cas de Socadel, par exemple, ou qui était René ou autre. On vous oblige à vendre l'énergie électrique à un prix décrété, disons-le ici. Je vous dis que le prix, le seuil de rentabilité au niveau de la structure, depuis le voici. Si ce n'est pas le cas, je vous facture ça. Je considère que vous avez pris ça. Et moi, je suis rentable, parce que c'est l'État qui a pris sa quote-part. Mais lorsque les gens n'ont pas le courage de tenir une vraie comptabilité, qui se peut, le RDP m'a demandé l'argent. Il n'y a pas un écrit. L'État m'a demandé. Le cas de la CNPS également. Le CNPS n'a jamais été en 60 paiements. L'État a pris l'argent là où c'était avant, il a donné. C'est son argent. Vous comprenez? Mais l'État a remis quand il voulait. Donc ce n'est pas la magie. La différence aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui intègrent qu'une entreprise doit absolument être rentable. Ce n'est pas seulement financier, hein? Mais d'autres qui se disent que c'est ma part de patrimoine au nom de ma communauté. Et ça ne marchera jamais. D'accord. Allez, docteur, on va aller justement dans l'esprit du rapport de la Chambre des comptes qui parle de contre-performance des entreprises d'État. Ça peut être dû à quoi, techniquement? Alors, à mon sens, avant de rechercher les causes de cette contre-performance des entreprises publiques camerounaises, il semble nécessaire de clarifier d'abord ce dont nous parlons. Au sens de la loi numéro 2017-011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques, une entreprise publique est une unité économique dotée d'une autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public, ça peut être l'État, une collectivité territoriale décentralisée ou même une autre entreprise publique. Alors, cette définition révèle une particularité essentielle. L'entreprise publique, c'est une entreprise qui a une exigence d'efficacité, de performance, mais qui demeure pourtant porteuse d'une mission d'intérêt général en raison de son lien avec la puissance publique. Et c'est justement cette dichotomie qui rend l'analyse de sa performance particulière, parce que contrairement aux entreprises privées, celles-ci ne peuvent pas être évaluées uniquement sous le prisme de la rentabilité financière. Lorsqu'on parle ici de contre-performance, je pense qu'on parle d'un certain écart entre les objectifs qui sont assignés à l'entreprise publique, qui peuvent être économiques, exactement, qui peuvent être économiques, financiers, et même sociaux. Publics, oui, même sociaux, et les résultats effectivement obtenus. Et les moyens investis. Non, les résultats. Les résultats. C'est pas cette relation. Oui. Alors, dès lors, répondre à la question à qui la faute en désignant un responsable unique serait pour ma part très réducteur. Parce que la contre-performance des entreprises publiques camerounaises est multifactorielle, c'est-à-dire elle découle autant pour moi de plusieurs facteurs qui peuvent être liés à la gouvernance, au management, à la prise des décisions, aux mécanismes de contrôle, etc. Bon. Mais également à leur structuration. Oui. Bon, en ce qui concerne d'abord la gouvernance, pour moi, c'est le facteur le plus déterminant. Parce que la gouvernance correspond à la manière dont l'entreprise publique est dirigée. Elle englobe la qualité du management, la prise de décision, le contrôle interne, la transparence, la reddition des comptes. Lorsqu'une entreprise est mal gérée, mal gouvernée, elle peut donner la place à des décisions inefficaces, à une mauvaise utilisation des ressources, à des conflits d'intérêts. Ensuite, les dirigeants, pour ma part, occupent une place centrale. Parce que ce sont eux qui assurent la gestion quotidienne de l'entreprise. Ainsi, leurs compétences, leur intégrité, leur responsabilité sont des facteurs déterminants de la performance de l'entreprise. Ensuite, nous pouvons évoquer les mécanismes de contrôle parce que pour qu'une entreprise performe bien, il faut un conseil d'administration existant, il faut des audits réguliers et transparents, il faut des mécanismes de contrôle et de redevabilité qui sont réguliers aussi.
Et enfin, je dirais qu'il faut également tenir compte de l'environnement macroéconomique, c'est-à-dire les inflations, crises économiques qui peuvent aussi venir amplifier les difficultés internes de l'entreprise. Alors, pour ma part, il me semble qu'il faut réorienter le débat, non pas pour chercher absolument un coupable, mais plutôt pour trouver des solutions. Parce que pour moi, le débat devrait être constructif, c'est-à-dire quelles sont les solutions que nous pouvons prendre, quelles sont les solutions que les politiques publiques peuvent envisager. Est-ce qu'on les a, ces solutions-là? Oui, effectivement, dans ma thèse, justement, qui porte sur la gouvernance des entreprises publiques, j'en ai évoqué certaines. J'ai parlé du renforcement de la gouvernance des entreprises publiques, améliorer les critères de sélection et d'évaluation des dirigeants d'entreprises publiques. J'ai parlé de renforcer les mécanismes de contrôle des entreprises publiques, parce que si une entreprise n'est pas bien contrôlée, vraiment, les dirigeants vont faire ce qu'ils veulent et tout. Et je pense qu'il faut également instaurer une véritable culture de l'éthique au sein des entreprises publiques camerounaises. D'accord. Merci pour cette proposition. Bonsoir, Gisèle, des très bonnes thématiques. Ce soir, les entreprises publiques sont régies par une politique sociale au détriment de la performance économique. Le budget programme mis en œuvre dans le fonctionnement des dites entreprises publiques demeure un apanage car sur le terrain, les comptes de performance financière augmentent au jour le jour. Le rapport de la Chambre des comptes, ces rapports n'ont aucun effet sur la remise à niveau et les sanctions escomptées. Le volet social incombe à la politique gouvernementale et non aux entreprises publiques qui confondent les subventions reçues et censées générer des recettes propres et les performances attendues à travers les excédents budgétaires. Le service public entendu comme un service gratuit est donc devenu un moyen de justifier la mauvaise gestion des entreprises publiques, dit ce Camerounais-là, qui se cache sur le social, ainsi de suite, alors que c'est des entreprises qui sont totalement perdues. Bonsoir, Jean-Jacques, bonsoir à vous également. Le thème qui porte sur qui porte la responsabilité principale, point d'interrogation. Au sommet de l'État, le pouvoir nomme supervision ou non et tolère le système. Les circulaires présidentielles comme celle de 2025 sur les interventions SNH promettent des réformes, mais l'exécution traîne. Dirigeants des entreprises, manque de professionnalisme, opacité des intérêts personnels, système social, système global, culture de rente, faible culture du résultat et absence de vraies réformes structurelles depuis des décennies, a dit que la faute est systémique, mais la responsabilité première incombe à la gouvernance politique qui nomme, protège et n'impose pas de vraies règles de performance et de transparence. Sans réforme profonde, indépendance accrue, audit obligatoire, diversification, ce que vous disiez tout à l'heure, les entreprises publiques continueront de peser sur le budget et l'endettement plutôt que de tirer l'économie. Goldfinger Mass qui envoie ce message-là, on va peut-être lire un ou deux parce qu'ils sont tous longs. Je comprends que c'est des thèses que tout le monde propose pratiquement ce soir. Bonsoir. La contre-performance des entreprises publiques repose sur un principe qui fait fonctionner en général le pays, c'est la corruption. Ce fléau affecte bien évidemment le fonctionnement des entreprises. Voyez-vous, l'État décide de financer qui il veut, car par derrière, il sait qu'il aura sa part. C'est connu et ça ne gêne personne. Parfois, l'inefficacité des personnes qualifiées à mieux faire fonctionner les entreprises sont en manque. Il faut donc privilégier la formation des Camerounais afin que certaines entreprises soient des monopoles ou duopoles puissent contribuer à offrir des services de qualité au bas peuple parce que c'est l'objectif. Voyez Eneo et consorts. Je profite de l'espace pour saluer le directeur de la CNPS, Yves Legrand, depuis le 10e arrêt du côté de Nkwaban, qui demande où est Bikoro. Non, Bikoro n'est pas programmé ce soir. Bonsoir, je viens vers vous pour exposer une situation, s'il vous plaît. Non, là, vraiment, l'affaire des pédimes. Payer et impayé là, c'est pas le thème de ce soir. Ne mettez pas en difficulté. La faute au président de la République qui a oublié bon nombre de gestionnaires cupides, égoïstes, boulimiques, égocentriques, s'éterniser, oubliant les lois de la République. Un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois, maximum 9 ans. Regardez-les, bientôt 20, 30 ans à des postes de responsabilité où ils peuvent confondre le bureau en chambre principale et la secrétaire à la maîtresse de maison.
le paradoxe est vu lors des voyages du président parce que nous n'avons pas une flotte aérienne performante. Massoctoma, d'avoir les messages sont nombreux là-dessus. Est-ce que ce n'est pas la vision politique, le modèle politico-économique qui amène justement nos entreprises à fonctionner comme elles fonctionnent là aujourd'hui? Bon, vous dites exactement ce que j'essaie de vous dire depuis. C'est-à-dire que la conclusion, enfin, la question des entreprises parapubliques ou publiques de manière générique me pose un problème d'analyse spécifique. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que la CNPS, par exemple, reçoit de l'argent. Non, c'est l'argent des employés, c'est l'argent des personnes et l'on a vu à une époque le fonctionnement. Et aujourd'hui, on peut, la performance n'est pas un slogan. On voit comment une entreprise fonctionne, on voit les chiffres, on voit l'intérêt, la satisfaction de ceux qui sont en partenariat avec, et c'est ça qui permet, vous pouvez dire, financière. Cette entreprise-là fait des stocks d'argent importants, très très importants. D'ailleurs, elle investit énormément sur le foncier, sur les immeubles. Bon, vous avez là une entreprise qui présente une performance et qui est une entreprise qui a sécurisé son emploi. Parce que j'ai suivi le directeur général de cette entreprise, dit qu'il a 50 ans de salaire. Donc nous avons là une entreprise qui a une navigation qui rassure. Une entreprise qui s'occupe des questions actuelles, des questions de gouvernance, des questions d'environnement, la performance même du personnel, l'information, pour qu'effectivement l'entreprise soit toujours capable de tenir le coup face au choc éventuel et que l'heure du temps ne vienne pas faire que l'entreprise à un moment donné soit anachronique. Vous avez, quand vous prenez le cas d'une entreprise, celle que nous avons évoquée, vous prenez un chef d'entreprise, vous lui donnez une entreprise qui est... D'ailleurs, la première chose que je vous ai dite, c'est que nous avons eu, ici dans ce pays, un modèle économique qui fait l'apologie du capital international. On a fait venir ici des Marocains, des trucs comme ça. Et on a vu comment ces choses ont évolué. Aujourd'hui, Eneo nous dépose un endettement de près de 1000 milliards. Vous avez Kamwatela qui sort avec près de 400 milliards. Il faut donc que le manager qui est là procède d'abord à une restructuration financière, à un management plus complexe et en même temps donner des résultats. Je crois qu'il faut que l'on soit quand même assez spécifique. Parce que le problème, c'est ça. Prenez une entreprise, par contre, même l'État lui-même. Quand vous prenez Camerco, Camerco a des besoins. L'entreprise l'État lance un emprunt obligataire. Et puis, à un moment donné, on nous a dit que cet emprunt obligataire, c'était pour telle chose. Et puis, on vous dit non, on a eu un emprunt obligataire, on a donné une petite partie à Camerco. Mais est-ce que ça correspond à la demande financière de Camerco? Mais on compte quand même ça comme étant une subvention de l'État. Je pense que... On compte la quote-part donnée à Camerco, puis on compte tout ce qui a été... Non, la quote-part, par exemple, vous avez une entreprise que vous dirigez. Non, je comprends parfaitement. Voilà. Compris. Alors, on est donc dans une situation où en fait... Les 400 millions, vous en donnez 10. 10. Et dans cette situation, on compte que c'est l'argent qu'on vous a donné, effectivement. C'est l'argent qui a été donné. Non, voilà, c'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez donc dire non? Parce que vous êtes dans une situation telle que... C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans un système, un écosystème acide qu'il faut alcaliniser. C'est-à-dire que vous êtes là dans une affaire où on vous impose une façon de gérer les choses qui n'est pas forcément en cohérence avec l'orthodoxie. Moi, j'ai fait un programme d'investissement sur un an. Faisant de couper quelques secondes, je peux te rappeler un manager qui a refusé d'aller gérer une entreprise qu'il connaissait. M. Bahia Bernard, père à son nom, à l'époque C1 à la SNH, a été nommé directeur général de Chantier avant une justice. Il a refusé. Il a dit clairement qu'il sait ce qu'il faut pour que ça marche. Là, c'est le plan de le faire. Si on ne le fait pas, il ne part pas. Mais alors, ça on ne lui a rien fait. Non, mais les gens se contentent de demander 400 000 d'en prendre 20 parce qu'ils trouvent son compte dedans. Mais monsieur Niek, il faut savoir dire non. La deuxième raison que vous devez savoir, et que vous savez, je n'ai pas envie de dire avec vous. Vous chutez parce que la très peu de temps encore des prises de parole. Nous finissons en disant que il y a un travail, et je ne dirais peut-être pas avec le côté très, très, très scientifique de mon jeune frère, que ce n'est pas qu'on est contre
contre la Chambre de compte. les rapports de la Chambre de compte. Il ne faut pas nous donner ce genre de problème à régler. Nous voulons qu'on nous fasse le point de chaque entreprise. D'accord. De sorte que... Il faut donc aller par contre le rapport. C'est dans le rapport. On a pris juste une donnée de ce rapport de façon globale. C'est pour ça que nous, en tant qu'analystes, nous disons que ça pose un problème parce que ça gêne le propre sur l'ensemble des en tout cas, l'État, la Chambre de compte observe que l'État met beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Bien entendu, l'État peut être interpellé de cela. Il faut interpréter le rapport pour tirer des conclusions. Alors, il y a plusieurs entreprises, il faut l'avoir ce rapport-là. Mais ne demandez pas aux Camerounais de ne pas interroger le fonctionnement de ces entreprises. Là, on dit le social, il faut recruter. Est-ce que comment les entreprises publiques se retrouvent obligées de recruter alors que c'est la PANA, ça devrait être la responsabilité du privé dans un cadre mieux aménagé que de demander aux gens de recruter inutilement? Est-ce qu'on ne devrait pas aménager selon l'esprit de... C'est pas vrai. Voilà. Les gens recrutent leurs frères et amis. Jean-Jacques, le maire peut nous dérouter pour aller là où il veut. Le recrutement des amis, le recrutement de ceci. C'est ça. Le public, le public, c'est le public. Oui. C'est différent du privé. Le privé est rationnel parce que il injecte le fonds. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Quel privé? Le privé est censé être rationnel. On ne recrute pas pour rien. Dans ils ne sont pas là pour faire dans le social, ne peuvent pas se substituer à l'État. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Il faut le dire. Maintenant, je vous dis, le rapport nous fait état de ce que les entreprises ne sont pas performantes. Et on voit ça, comment on interprète ça, on comprend que ça veut dire les entreprises publiques vivent des subventions. Et j'ai un budget. Ça, des subventions. Alors, à tel enseigne que si nous prenons un exemple de la Sonara peut recevoir les subventions de 500 milliards et ne produit que 400 milliards. Là, il y a déjà un problème de performance. Oui. Non, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais je m'attelle à dire, tout ce qu'on a énuméré ici sur cette table, ce sont des causes réelles. Même le problème de gouvernance que la co-panéliste a évoqué. On ne peut pas écarter cela. Qu'en termes de management, on a ce problème dans certaines entreprises, corruption, favoritisme, surfacturation, et tout ça qui peuvent être une autre cause. Mais ici, si je m'en tiens à le MINFI, le ministre des Finances, avait évoqué que sur 60 entreprises au Cameroun, on a un tiers qui sont rentables. Les entreprises comme le national. Ça veut dire, si je rapporte cela au rapport de la Chambre de commerce, je dis oui, on est en train de parler des entreprises publiques ici. Ce n'est pas toutes les entreprises, mais on prend la majorité et on analyse les entreprises. Mais en reconnaissant qu'il y a les entreprises, on ne viendra pas citer le port autonome, on ne viendra pas citer la CNPS, on ne viendra pas citer mais on sait qu'il y a ces entreprises-là, mais à faible intensité. Mais donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé en disant que tout part d'abord du fait que l'État, c'est l'État qui est l'actionnaire majoritaire ou total. Alors, c'est l'État qui définit les règles. Et nous avons dit l'État a une mission qui n'est pas seulement envers une entreprise qui n'atteint pas la rentabilité qui doit être d'ordre financier ou économique. L'État a des problèmes sociaux qu'elle résout. L'État doit travailler, même en termes de nomination, j'ai commencé par là aujourd'hui en disant les critères de nomination qui sont beaucoup parfois plus politiques que compétences. On dit, est-ce que alors, il y a une question sociale. Il faut réguler pour résoudre ces problèmes dans la société. On a moins de 10 minutes. Les questions sociales, Benoît Fedieu, évoquées ici, comme étant l'une des caractéristiques des fonds des entreprises d'État, elles se lisent comment?
Vous pensez que le social, c'est seulement quand on recrute, par exemple, alors que le social peut être la construction des routes qu'on n'a pas? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise approche? Non, il ne faut pas qu'on lie le social sous le prisme de l'assistance à des individus. En fait, le tissu des entreprises publiques au Cameroun, à quelques exceptions près, c'est que ce sont des excroissances du gouvernement. C'est la mission de service public déguisée en entreprise qui permet à l'État de ne pas avoir 1000 ministères. C'est comme une mission de service public qui écarte le fait que l'État, les entreprises d'État doivent faire du bénéfice. L'État doit être performant. C'est quoi la performance, Jean? Derrière la performance, c'est l'alignement optimal entre les moyens, les objectifs et les résultats. Moyens, j'insiste. C'est quoi la contre-performance? C'est le décalage abyssal ou manifeste entre moyens, objectifs et résultats. Il a dit quelque chose de fondamental. Une entreprise vous dit que pour que je fasse les recettes, j'ai besoin d'1 milliard. Le ministère des Finances, je vais citer une entreprise. La CATV vous dit pour faire les recettes, j'ai besoin de 15 milliards. Mais le ministère des Finances vous dit que pour l'instant, je n'ai que 80 millions. Vous allez faire la performance? Impossible. C'est comme ça que l'État, pour l'instant, fonctionne. C'est pour ça que je dis, qui a dit que ces entreprises sont... Alors que cette CATV n'a pas besoin forcément de la perfusion de l'État. Si elle s'organise à faire rentrer de l'argent. Si vous prenez le Marc-Génie et consorts, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui en réalité font beaucoup d'argent. Voilà le problème. Vous avez Marc-Génie que vous mettez en concurrence, que vous n'utilisez pas. Vous avez l'imprimerie nationale. Vous préférez aller tirer les pailles et les autres à l'étranger. Attendez, quand même. Vous partez tirer vos bulletins de campagne. Vos bulletins de campagne électorale, vous partez les tirer ailleurs que de tirer à l'imprimerie nationale. Vous faites tourner. Une anecdote avant de rapidement sortir. On n'a plus que 5 minutes. Quelqu'un a estimé qu'il fallait fermer Cameco. Parce que Cameco n'est pas financièrement rentable. Mais quelqu'un lui a dit, qui vous a dit que Cameco, dans un ministère dont je ne vais pas citer le nom, mais qui s'occupe parfois des questions économiques, quelqu'un lui a dit, est-ce qu'on vous a dit que Cameco est là pour faire le bénéfice? Cameco est là. Cameco, ce n'est pas l'individu. Cameco est là pour aller, par exemple, au nord où Ethiopian Airways, Kenya Airways ne peuvent pas partir. C'est pour ça que j'ai dit... Mais ils peuvent pas aller à l'est. Non, maintenant, vous avez vu dernièrement, mais je regarde cette façon globale. Cameco a conduit dernièrement les fidèles musulmans du Noun à la Mecque à partir de l'aéroport jusqu'à Koutaba. Ce sont des types comme ça, des missions sociales de l'État. Maintenant, est-ce qu'un fait de social est antinomique ou incompatible avec la performance? J'ai dit non. Et je propose rapidement une solution. Il faut un cadastre, le cadre juridique. L'organigramme des ministères, des entreprises publiques au Cameroun est obèse. Quand vous regardez la CNPS qu'on célèbre aujourd'hui, c'est parce que la CNPS a opéré d'abord une mue au niveau de l'organigramme. Il n'y a plus les directeurs là-bas. C'est les chefs de département. Il n'y a plus les chefs de service. À tout va. Regardez les entreprises publiques. Elles ont calqué leurs organigrammes sur le modèle des ministères. Ça veut dire que les charges sont... Nous avons même dit dans notre grande proposition... On va sortir l'émission, justement. Le verdict final, c'est que ne posez pas les questions de performance aux entreprises d'État. Non. Elles n'ont pas les moyens de performer. Qui a créé sa chambre de compte pour aller juger la performance. Ce problème ne se pose pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut les structurer autrement. Et je pense qu'il faut être clair. Pour faire le social, il faut d'abord gagner de l'argent. Oui. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a ni la performance économique, ni financière, ni de service. Nous n'avons rien du tout. Je prends un cas patent. Depuis que les gens communiquent plus que notre travail en réalité. Quand moi, pour ne pas le citer. La différence entre l'année passée et cette année, c'est quoi? Il n'y en a pas. Entre quoi? Entre l'année passée, où on a fini avec le projet Pipes,
Et aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. Il y a augmentation. Il y a des projets qui... Non, je l'appelle une chose. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Non, je dis, il n'y a pas de différence. Il y a des projets qu'on a lancés, qu'on veut lancer, mais il n'y a pas véritablement une différence. Je finis en vous disant... Une différence une dans quoi? Dans la entreprise qui production de n'investit quoi? pas. C'est ça le problème. Une entreprise qui n'investit pas. C'est l'État qui investit. Pourquoi tu ne fais pas de la C'est ça même la valeur, effectivement. Quelle subvention a investi pour créer un patrimoine? Aucune. Lorsque vous avez une entreprise qui part avec un endettement de 400 milliards, et que la dette avale tout, mais écoute, quand une entreprise part de 400 milliards d'endettement, vous allez faire comment pour que cette entreprise-là soit rentable alors que les prix sont gouvernés? Les prix sont gouvernés, c'est-à-dire que Kamota a financé le projet par prise. Oui. Je suis désolé, non. Non, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Est-ce que vous avez l'État? D'accord. Je crois qu'on a fait l'émission. Justement, et le bénéfice. Le côté social, c'est que même quand on t'a dans son mètre cube, ne peut pas fixer un total kilomètre. L'État lui dit non, tu dois baisser ainsi pour résoudre. Alors on est tous d'accord qu'il faut revoir le modèle. Peut-être qu'il faut revoir le modèle. Voilà, dès qu'il faut revoir le modèle, le management est fondamental. Respectons tout cela. À mon frère Niek, de dire aux militants de l'UPC. Non, personne n'a parlé pour le ressenti. D'accord, là il nous a eu. Le lancement encore en cours. Et s'achève à la fin du mois. Déjà recensé? Pas encore. Le numéro c'est quoi? 85. Il faut qu'on vienne nous recenser. On va recenser dans cette affaire. Merci beaucoup d'être passé par ici. On se retrouve demain pour une autre édition de Le Grand Soir.